Et je lui dis, mais par contre, voilà, je pars, je vais en France, je vais m'installer, je reviens pas. Et j'avais peur parce que c'était quelqu'un de très colérique, violent physiquement, et j'avais peur. Il est resté super calme, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, de toute façon, tu reviens dans 3 mois. Je suis là, mais aussi. Ah, c'est bien, hein. C'est bien, c'est top. Bienvenue dans Phoenix TV. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Franck Torralba. Comment tu vas, Franck? Très bien, merci, et toi? Bah, très bien, très bien. Je suis vraiment content de t'avoir sur ce podcast, puisque est-ce que déjà tu connais le concept? Alors non, tu m'en as vaguement parlé, mais tu vas m'en dire plus. Effectivement. En fait, chaque invité, on va essayer de rentrer dans sa tête, au niveau de son mindset, par rapport à son parcours. D'accord? D'accord. Donc, ce qu'on va faire, c'est que je vais te laisser juste te présenter très rapidement pour les personnes qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on va balayer ton parcours qui est quand même assez atypique. Et on va prendre les éléments clés pour voir ce qui s'est passé dans ta tête à ce moment-là. Au niveau de tes échecs, tes réussites, tes peurs, tes craintes, etc. Mais présente-toi d'abord pour ceux qui ne te connaissent pas. Ok, bah écoute, donc je suis Franck Torralba, je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Donc je suis né en Nouvelle-Calédonie, j'ai grandi jusqu'à mes 25 ans. Ensuite, je suis venu en France. Je me suis installé à Paris d'abord. Là maintenant, donc ça c'était en 2005. Et aujourd'hui, je suis photographe indépendant dans l'événementiel, beaucoup d'événementiel business, séminaires, mastermind, ce genre de choses. D'accord. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça se passait dans ton enfance? Oui, alors bah écoute, donc comme je te le disais, je suis né en Nouvelle-Calédonie. Donc ça c'était en 1980. C'était avant le 2000, c'est loin. C'est fou. Ça fait loin. Non, j'ai eu une très belle enfance, des parents qui m'ont transmis l'amour, tout ce dont j'avais besoin. J'ai manqué vraiment de rien. J'ai même eu, je pense, plutôt beaucoup de chance d'avoir été un enfant pas gâté, mais en tout cas qui a eu tout ce dont je pouvais avoir besoin. Donc il faut se remettre dans le contexte. On est dans les années 80. La Nouvelle-Calédonie, c'est un pays, un territoire français. Bien évidemment, mais évidemment avec on est à 22 000 km de la France, donc forcément tout ce qui est les besoins quotidiens de la vie, les avancées technologiques et tout ça, on est très 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 en retard. Pour te donner un exemple qui peut parler à tout le monde, les programmes télé, on les recevait au plus rapide 6 mois après la France. Ah ouais. Donc, alors les informations et tout ça, on était quand même assez à jour, mais en tout cas, tout ce qui était divertissement, c'était le cinéma par exemple. Les films, on les recevait 6 mois, 1 an après les sorties officielles dans le monde entier. Ok. Et donc voilà, ça c'est pendant mon enfance et j'ai été dans le sport dès l'âge de 8 ans. C'est ce que j'allais te dire. Du coup, pour les Phoenix qui nous regardent, Franck, c'est vrai que tu as fait une carrière quand même assez belle dans un sport qui est la gymnastique. La gymnastique, les saltos, les roulades. T'étais un peu plus que ce niveau-là, je crois. Je faisais la roue. T'arrivais à faire une roue? Je faisais la roue. Roulade. Moi, c'est déjà mon niveau max. Moi, j'ai jamais fait une roue, tu vois. Donc, ok, c'est pas mal. Non, je crois que t'as été un peu plus que la roulade quand même. Oui, non, effectivement, j'ai eu une carrière sportive, on peut dire ça comme ça. À partir du moment où tu dédies toute ta vie à ça, on peut parler de carrière. Du coup, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, à 8 ans, tu as commencé la gym. Qui c'est qui t'a mis le pied à l'étrier? Alors, c'est un membre de ma famille, c'était mon cousin, qui a 3-4 ans de plus que moi, qui faisait déjà de la gym à cette époque-là, et son beau-père était un des entraîneurs du club. Et quand je voyais mon cousin s'amuser à la plage ou dans les jardins ou quand on était en barbecue, en camping, etc., à toujours faire des accros un petit peu partout, ça me donnait envie forcément. Ouais. J'ai envie de faire ça. Et c'est comme ça que je suis rentré dans la gymnastique. Ok. Et du coup, ça s'est passé comment au début là, quand tu as commencé la gym? Est-ce que c'était simple pour toi? Est-ce que tu as eu des difficultés de base? C'était quoi? Non, alors en fait, c'était en tout cas moi, ce qui me concerne, quand je suis rentré dans ce sport-là, c'est vraiment de la découverte et c'était vraiment l'amour du sport. En fait, j'avais envie, c'est quelque chose qui m'avait pris et je dis, j'ai envie de faire ça.
Et si tu veux, j'ai pas vu de contraintes particulières ou quoi que ce soit. En tout cas, c'est juste, j'avais envie d'y aller, mais c'était vraiment en dilettante. Il n'y avait pas d'objectif de compète ou des choses comme ça, ou d'atteindre un certain niveau. C'était vraiment juste la dilettante, s'amuser. Et s'amuser. En même temps, j'avais 8 ans, donc à cet âge-là, tu n'as pas encore cette... en tout cas en Nouvelle-Calédonie, et pour moi en tout cas. Ok. Et comment ça s'est passé d'ailleurs, l'évolution là-dessus? Donc là, tu y vas pour t'amuser. Et après, tu as commencé à faire des compètes. C'est ça. C'était quoi les premières compètes et comment ça se fait que tu t'es mis à faire des compètes? Alors, c'était pour avoir une échelle de temps, c'est toujours mieux pour se situer. Donc, ma première compétition, c'était en 88 et moi, je suis rentré en 1987. Et mon entraîneur a vu tout de suite en fait que en tout cas, j'arrivais dès qu'on me donnait une instruction, à modifier tout de suite, sans forcément passer par 15 000 répétitions avant de modifier, d'améliorer quelque chose. Donc il avait perçu ça et il m'a dit tiens, ce serait bien que l'année prochaine on fasse une petite compète. Donc on est en Nouvelle-Calédonie encore une fois, il y a une seule compète dans l'année. Point. C'est les championnats de Nouvelle-Calédonie. C'est ça. Point. Voilà, il n'y a pas de qualif, il n'y a pas de départemental, régional ou quoi que ce soit. C'est les championnats de Nouvelle-Calédonie. Donc ça te laisse une idée du niveau qui reste quand même relativement bas. Encore une fois, on est sur une île qui fait 400 km de long par 50 de large. Il y a moins de 300 000 habitants, donc forcément le niveau sportif n'est pas comme en France ou dans un pays développé. Vous étiez 4 quoi en gros. Ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. C'est une grosse compète quoi. Truc de ouf. D'accord. Et alors non. Par contre, contrairement justement par rapport au nombre d'habitants, ça reste quand même le sport reste quand même une activité importante en Nouvelle-Calédonie et au final, il y a beaucoup de sportifs par rapport au nombre d'habitants. Au final. Et pourquoi comme sport? C'est quoi le sport? C'est beaucoup de sport extérieur. Ouais. C'est sport nautique, natation, athlétisme, tout ce qui se passe en extérieur. En salle, c'est très difficile. Il fait chaud, c'est humide. Moi, les entraînements en gymnastique, quand il fait 35 degrés à l'ombre et que tu es enfermé dans une salle où c'est que des efforts intenses, etc. Enfin, la chaleur, c'est incroyable. Donc, la plupart du temps, c'est plus du sport extérieur. Ok. Du coup, pour en revenir à la compétition, donc un an après, je fais ma première compétition championnat de Nouvelle-Calédonie. Je prends la première place. Je sais pas, on devait peut-être une vingtaine dans ma catégorie, quelque chose comme ça. Et voilà, donc ça a été ce qui a déclenché le parcours compétitif. Alors là, c'est intéressant. Là, c'est le premier point. Lifting, c'est le premier point au niveau mindset. Qu'est-ce qui t'a fait changer en mode l'année d'avant, tu es en mode je m'amuse, je fais une compète. Est-ce que la compète déjà, tu étais dans l'optique vraiment de vouloir la faire ou tu étais en mode je m'amuse ou tu étais vraiment déjà dans la win? Vraiment dans la win attitude? Non, la win attitude elle est arrivée quand j'ai eu la médaille en fait. Ouais. Avant c'était non, je m'amuse, je suis avec les potes, j'ai envie de faire mieux qu'eux. Pendant la compétition, effectivement, parce qu'on se charrie, on se challenge, même à 8 ans, hein, tu veux être mieux que les autres, mais ça reste juste bon enfant. Et le déclic de ah non, mais j'ai envie de gagner maintenant, j'ai envie d'être champion plus loin, c'est quand j'ai eu cette première médaille. Et cette première médaille, elle m'aura toujours marqué. Elle était toute petite avec le logo de la Nouvelle-Calédonie dessus et tout. Et quand j'ai vu la médaille d'or, à 8 ans, quand tu vois une médaille d'or, tu te dis oh putain, j'ai de l'or dans les mains, quoi. Et c'est là en fait où j'ai switché, je me suis dit ah putain, je vais aller plus loin. Ok. Et à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Alors, à partir de ce moment-là, donc je suis avec un entraîneur qui lui a une vision du sport qui n'est pas vraiment compétitif, mais en tout cas faire du beau sport, avec une approche qui était beaucoup plus émotionnelle, beaucoup plus avec tes valeurs ou comment tu perçois. Donc étudier son élève pour l'emmener là où il veut. Et ensuite, j'ai eu un autre entraîneur, donc ça a été 2 ans après, c'était en 1990. C'est à partir de là en fait que j'ai vraiment débuté une carrière sportive qui lui visait vraiment la performance. C'est un élément qu'on voit quand même assez souvent dans les jeunes sportifs. Ouais. Et c'est pas la première fois que j'entends ça, sous emprise ou même sous des attouchements, des choses comme ça. D'ailleurs, il me semble, les things, je pourrais peut-être confirmer dans les commentaires, mais il me semble qu'il y a eu pas mal d'histoires ces derniers mois sur des choses qui remontaient comme ça, sur des jeunes sportifs ou des jeunes sportifs de 12, 13, 14 ans qui étaient vraiment sous l'emprise de leur coach.
Et donc, du coup, bon, peut-être, tout ça, je sais pas si tu veux vraiment en parler de ça. Après, on n'est pas non, obligé. c'est pas. Non, en fait, c'est. Non, ça me dérange pas vraiment d'en parler. Au contraire, c'est des choses qu'il faut que ça sache, ce genre de choses. C'est en fait, si tu veux, effectivement, il y a énormément d'histoires comme ça et dans tous les sports. La gymnastique, c'est assez particulier quand même aussi parce qu'il y a un rapport entre une carrière d'un gymnaste, c'est jeune, dans la jeunesse, donc forcément, quand il y a des dérives, ça devient très grave. Le truc, c'est qu'il faut bien comprendre une chose, c'est que dans le sport de haut niveau, je n'accepte pas ce qui se passe. Par contre, c'est compréhensible. C'est-à-dire que la limite entre l'entraîneur et l'entraîné, elle est à peine perceptible en fait. C'est-à-dire que quand tu as un entraîneur d'un certain âge qui est avec une enfant sur laquelle il agit directement sur sa vie professionnelle entre guillemets, sur sa carrière gymnique, sur sa mentalité, sur son physique, il fait partie intégrante de sa vie en fait. Et c'est là où c'est très difficile autant pour un entraîneur. Alors évidemment, je n'excuse en rien, mais par contre, c'est très difficile pour un entraîneur de faire justement cette distinction entre à quel moment mon rôle d'entraîneur s'arrête et à quel moment je suis un confident, à quel moment je suis un ami, à quel moment. C'est très difficile. Surtout qu'en plus, dans la gymnastique, tu as du contact physique. Quand tu es en parade, quand tu aides le gymnaste, garçon ou fille, à faire un élément, tu es obligé de l'attraper, de toucher les jambes, les cuisses, le corps en général. Quand tu fais une parade, et ben forcément, imagine-toi, le gymnaste ou la gymnaste fait un double salto arrière, tu dois la réceptionner. Si tu pouvais dire à 100% quand je vais la réceptionner, ça sera nickel, ça sera au niveau du ventre et du dos. Si tu arrives à faire ça, franchement, tu es champion. Non, des fois, elle va tomber, tu vas, sans faire exprès, tu vas mettre la main à la poitrine, mais tu n'as pas fait exprès. C'est soit elle se casse la gueule par terre et elle devient infirme, ou soit, désolé, je t'ai touché à la poitrine, mais en tout cas, je t'ai réceptionné. Donc, c'est très difficile. Tout ça, c'est psychologique. C'est également dans la morphologie des gens, et, physiquement et tout ça. Donc, c'est très compliqué. C'est très compliqué. Et comme en tant qu'entraîneur, tu es en rapport avec ces jeunes gymnastes, tu les prends au plus jeune âge et tu les accompagnes sur toute leur carrière jusqu'à un très haut niveau, tu les connais par cœur, mentalement, psychologiquement, physiquement, tu les as vus grandir, développer. Toi, en tant qu'entraîneur, tu as façonné son état d'esprit à cet enfant. Et c'est là où c'est très complexe, c'est pour ça qu'il y a autant d'histoires en fait. Alors évidemment, encore une fois, ça n'excuse en rien, il y a pas de... Il n'y a pas photo là-dessus. Mais ça se comprend, en fait. Donc maintenant, ce serait plus des structures d'accompagnement à gérer ça, c'est-à-dire à mettre en place des choses pour éviter ce genre de problème. Mais c'est pour ça qu'une carrière dans le sport, c'est très, très complexe. Ok. Pour revenir un petit peu à ça, donc là, tu changes d'entraîneur. Okay, donc on voit qu'il y a forcément des relations très fortes avec lui, etc., etc. Là, on va revenir vraiment plus au niveau compétition. Ouais. Est-ce que ce changement-là, même si j'ai l'impression qu'il y a eu quand même pas mal de dérives ou de difficultés, est-ce que toi, ça t'a permis de vraiment progresser, d'atteindre des résultats importants, ou tu le regrettes? Comment ça se passe? En fait, ce truc-là, est-ce que c'est bénéfique? C'était plutôt... Qu'est-ce que ça t'a apporté? Non, en fait, toute ma carrière a été bénéfique. C'est ce qui m'a construit, c'est ce qui fait qui je suis aujourd'hui, avec mes qualités et mes défauts. Mais non, en aucun cas, je regrette quoi que ce soit. Peut-être qu'il y aurait des choses que j'aurais fait différemment, effectivement, mais moi, ce que je retiens aujourd'hui, c'est juste, en tout cas dans le positif, c'est que j'ai voyagé énormément dans le monde entier. J'avais fait le compte, je suis à 34 voyages juste avec le sport en l'espace de 17 ans. Donc j'ai énormément voyagé. J'ai vu des pays différents, ce qui m'a permis une certaine ouverture d'esprit. J'ai eu des résultats sportifs. Encore une fois, il faut se remettre dans le contexte de la Nouvelle-Calédonie. Quand tu pars en France pour faire ne serait-ce qu'un championnat de France, donc c'est ce que j'ai fait, j'ai ramené une médaille, j'ai été champion de France à cette époque-là, de ma catégorie. Quand tu reviens avec une petite médaille entre guillemets, une petite médaille champion de France en Nouvelle-Calédonie, c'est comme si tu avais fait les Jeux Olympiques. Tu as les médias qui sont là, tu passes à la télé, tu vas à la radio, tu fais des chroniques, tu fais des pubs, enfin voilà. Tu es un peu
l'équivalent de ce que peut être un sportif de très haut niveau en France quand il revient des championnats du monde ou des Jeux Olympiques, en fait. Donc, si tu veux, ça m'a apporté une notoriété. Quand j'étais au collège, ben, tout le monde me connaissait. C'est la resta, quoi. Ouais, avec les nanas, ça a dû aider, ça. Alors, pas autant que tu penses. Pas autant que tu penses, que j'étais très introverti. T'es chier à ramener une médaille et tu chopes même pas des gonzesses avec. C'est sans déconner. À quoi ça sert tout ça À quoi ça sert de faire des roulades? Non, mais par contre, le peu avec qui je suis sorti à cette époque-là, elles étaient très fières, effectivement, de dire, ah, putain, je suis avec Franck Torel. Effectivement, c'est vrai. C'est vrai. Mais il n'y en a pas eu tant que ça. Il n'y en a pas eu tant que ça. Non, mais il est honnête de dire qu'il n'y en a pas eu tant que ça. Bon, ça, c'est bien. Ok, donc du coup, parce que tu as été un peu vite, tu arrives, première compétition avec lui, tu vois vraiment une évolution là, sur les changements et tout ça? Ouais, en fait, c'est là où ça rejoint beaucoup l'entrepreneuriat, c'est que cet entraîneur, il était très empirique. C'est-à-dire que lui-même, le niveau qu'il avait en tant que gymnaste, il était à 0. Ah ouais. Ah ouais, non, 0. Lui, t'es la roulade, lui. Ah ouais, mais ouais, quasiment, ouais, tout à fait. C'est vraiment ça. En fait, c'était un passionné et il apprenait tout en regardant, en réfléchissant, en s'instruisant ou des choses comme ça. Et donc lui, en expérience personnelle, il y a 0. Mais par contre, il a su quand même apporter d'une manière vraiment empirique. Alors là, c'est vraiment au sens propre du terme. Il a réussi à emmener un enfant du pays, j'ai envie de dire, à arriver à faire des compétitions en Australie, en Nouvelle-Zélande et en France. Ouais, en France, c'est ça. Il avait que toi ou il avait d'autres élèves aussi en même temps? Alors, il avait d'autres élèves, mais c'était sur moi, en fait, que j'étais le seul, en fait, à cette époque-là. Après, il y en a eu d'autres qui sont arrivés après, mais à cette époque-là, j'étais vraiment tout seul. Il y avait, alors j'étais seul en garçon et il y avait une fille. Ok. Et donc là, ça t'emmène, tu l'as dit tout à l'heure, championnat de France. Donc en France, cette fois-ci France métropolitaine. Ouais. C'est la première fois que tu arrivé en France métropolitaine ou pas? Non. T'es déjà venu? Non, j'étais déjà venu. En fait, mon premier déplacement, j'avais 10 ans, c'était en 1990. C'est la première fois que je voyageais en France. Et en fait, à partir de 1990, c'est là où, de toute manière, si tu vas progresser, il faut se former. En Nouvelle-Calédonie, comme il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'apprentissage ni quoi que ce soit, tu es obligé de partir à l'étranger pour pouvoir apprendre de nouvelles choses, progresser, etc. Donc nous, on venait en France tous les ans. Donc, premier voyage en France où on voit, waouh, la vraie gymnastique, ce que c'est la vraie gymnastique, où on sort des roues et tout ça. C'est waouh. Et en plus, on a la chance de venir faire tous nos stages tous les ans à Antibes, au Pôle Frost d'Antibes. C'est là où il y a l'équipe de France masculine qui s'entraîne. Et tous les ans, on y allait. Et ma première compétition, ça a été 3 ans après, en fait. Ça a été en 1993, premier championnat de France. Et à cette époque-là, c'était de 90 à 93. En fait, je me suis préparé. Mais en 90, c'était sans l'objectif d'aller en France pour faire le championnat de France. C'était juste faire de la compète déjà là-bas. Et ensuite, en venant en France pendant nos stages, 90, 91, 92, comme on s'entraînait là-bas, les entraîneurs nationaux nous ont dit, mais il faudrait vraiment que vous veniez faire les championnats de France. Vous avez votre place. D'ailleurs, des entraîneurs que j'ai revus il n'y a pas très, très longtemps avec ma compagne. On s'est remémoré justement, c'est il y a 20 ans, ça te rappelle quand tu es venu? Ouais, effectivement. Et c'est à partir de là, en fait, quand ils nous ont dit, venez faire les championnats de France, ça va se passer comme ça. Vous n'avez pas besoin de faire de qualification puisque vous êtes à 22 000 km, vous venez directement en finale. Mais comme vous avez le niveau, il n'y aura pas de problème. Et c'est ce qu'on a fait en 93, donc 3 ans après le début de mon entraînement sérieux. J'ai fait ma première compétition en championnat de France. Et c'est... donc évidemment, j'ai pas gagné. T'as pas gagné au premier coup? Non, j'ai pas gagné au premier coup, bien évidemment. Par contre, là où ça nous a donné beaucoup d'espoir, non seulement pour moi, mais aussi pour mon entraîneur, pour aussi le sport, la gymnastique en général en Nouvelle-Calédonie, c'est que j'ai atteint la meilleure note à un agrès sur ma spécialité, qui était cheval d'arçon. Ah, balèze ça en plus. Ça correspond plus à ma morphologie en fait, plus quelque chose de longiligne, tu vois. Okay. Tu faisais tous les agrès de toute façon. Ouais, les 6, ouais. C'était quoi celui que tu détestais ou celui que tu aimais le moins? Celui que j'aimais le moins. 6 agrès. Ouais, 6. Ouais. C'était la sol, arçon, anneau, saut, barre parallèle, barre fixe. Putain, c'est pas mal. C'est quoi celui que tu aimais le moins? Le moins, c'était les anneaux. Je suis absolument pas taillé pour les anneaux. C'est ce que j'allais dire. Je m'en pourrais, je mettais ça sur les anneaux. Ok, bah ouais, je m'en doutais un peu, tu vois. Et ouais, mais c'est balèze quand même, franchement. C'est un sport, en fait. Alors déjà, la gymnastique, c'est un sport ingrat parce que tu t'amuses pas.
Tu t'amuses quand tu veux pas faire de compète, mais quand tu veux rentrer dans la compète, tu t'amuses pas en fait, parce que tu vois pas le progrès arriver tout de suite. Tu peux pas te dire tiens, j'ai fait un meilleur temps aujourd'hui. Tu peux pas te dire j'ai fait je sais pas quelque chose de. Non, c'est juste que c'est de la répétition, la répétition, la répétition. Avant de savoir faire un salto arrière et de kiffer ton salto arrière, il va y avoir des entraînements, des préparations physiques, etc. Tu vois. Donc c'est très 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 ingrat comme sport. Et c'est aussi très complexe parce que ce n'est pas une discipline au final, c'est 6 disciplines. Par exemple, quelqu'un qui va faire de l'athlé, s'il fait du 400 mètres, boum, il s'entraîne, il fait du 400 mètres, point. La gymnastique, il faut que tu sois bon au sol, aux arçons, aux anneaux. C'est 6 sports différents en fait. Et pareil chez les femmes, c'est 4 sports différents en fait. Et c'est vraiment très très complexe. Ouais. Et du coup, donc la première compète, t'arrives combien, tu te rappelles ou pas? J'étais dans les 20 premiers, je crois. Vous étiez combien? Parce que c'était je crois qu'on était une centaine. Ah, quand même, pas mal déjà. Ouais, franchement, bien. Tout à fait. Ouais. Ok, et du coup, qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Tu fais 20e, t'es content ou pas? Alors non, je suis pas content. Je suis pas content du résultat. Effectivement, je suis plus content de ma meilleure note au cheval d'arçon. Effectivement, c'est le seul truc. Non, je suis absolument pas content. Par contre, je crois que je m'en rends pas vraiment compte parce que à partir de cette année-là, premier championnat de France, je n'ai plus vu le sport comme une dilettante ou juste kiffer faire du sport. Je l'ai vu déjà avec les contraintes de ce que ça apportait et je le voyais, donc j'avais 13 ans, je le voyais comme un métier. Comme un métier déjà? Ouais, vraiment comme un métier. Ouais. Et dans ta tête, c'était, voilà, tu te dis, je vais vraiment faire ça, je vais faire ma carrière professionnelle, entre guillemets, dans ce sport-là, ou tu as une vision un peu plus court terme de, je veux faire championnat de France et arrêter. Tu as déjà un peu cette vision-là ou pas? Non, parce que... Donc, comme tu as compris, j'avais une relation avec mon entraîneur qui était très particulière, donc j'avais une emprise, une emprise derrière ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que cet entraîneur m'a formaté. Je suis devenu une machine. Et je ne pouvais plus penser par moi-même, j'avais plus de choix, tu dois faire ça, point. Ta carrière, ça sera ça, tu feras ce métier-là, tu seras entraîneur. Alors moi, j'avais plein de rêves, hein. Je voulais être kiné, je voulais être pompier, je voulais faire plein de choses comme ça. Et en fait, il me disait que non, de un, tu n'en es pas capable, de deux, je veux pas, et tu feras ce que je te dis. Et si tu veux, à partir de ces compétitions-là, je me suis mis en mode machine, c'est-à-dire je pensais plus ce que j'avais envie, ce que je voulais. C'était juste, j'ai peur de lui et je vais faire ce qu'il me dit. Parce qu'il avait énormément d'emprise sur tous les aspects de ma vie, en fait. Et à partir de là, Tes parents, ils en pensaient quoi de ça? Ils étaient au courant de ça ou pas? Non, absolument pas. Ils se rendaient pas compte de ça? Non, ils s'en rendaient vraiment pas compte. Et c'est là, effectivement, où c'est très compliqué parce que cette personne-là, ce qu'on appelle un pervers narcissique, il a non seulement une emprise sur le sujet, sur la personne en question, mais également son environnement. Et du coup, il avait une emprise également sur mes parents, sauf que ne se rendaient pas compte en fait. Eux, mes parents ne voyaient que la beauté du chose, c'est-à-dire mon fils fait du sport, il s'amuse, il s'éclate, il est content, il voyage beaucoup et tout machin. Ce qui est vrai en soi, mais tout ce qui se passe derrière. Je sais pas si tu as vu le film Black Swan ou c'est exactement ça en fait. On voit pas. Et eux, ça leur convenait en fait. Et si tu veux, il avait cette réputation. Donc l'entraîneur en question, c'est quelqu'un de génial, il a un caractère de ouf. Il avait une méthode d'entraînement qui était assez militaire et qui n'est pas en soi forcément mauvaise, mais où ça colle plus trop avec aujourd'hui. Il n'y a plus trop cette méthode d'entraînement, mais où tout le monde le vénérait un petit peu. Fait, au moins quand il veut quelque chose, il se donne les moyens, ce qui était vrai aussi. Mais il voyait pas le côté psychologique que ça allait. Donc non, mes parents ne s'en rendaient absolument pas compte. Ok, donc du coup, première compète, 20e place, tu repars dans l'optique de l'année d'après, de refaire les championnats de France. Oui, quand même. Ouais. Et donc là, qu'est-ce qui se passe après? C'est quoi un peu la progression? La deuxième année, j'arrive dans les 10, il me semble, la deuxième année, avec je crois que si je me trompe pas, c'était encore une place aux arçons et à la barre fixe, si je me trompe pas. Et
Donc, les 3 premières années, en fait, ça a été en progression comme ça. C'est-à-dire que je me rapprochais de la première place. Et l'année avant, là où j'ai gagné, je crois que j'étais 7e, un truc comme ça. Donc, tu as quand même une progression chaque année. C'est ça, ouais. 20, 10, 7, etc. Exactement. Et après, tu gagnes. Exact. Au bout de combien de temps, du coup? 5-6 ans? C'était au bout de 3 ans. C'était en 96. Donc, au bout de... oui, c'est ça, 3 ans. En 93, c'était ma première compète. 93, 14, 95. Et 96, je gagne. Donc ça fait 20, 17, 1. Direct. 4 ans. Donc, c'est rapide quand même au final. Bah après, je sais pas si c'est rapide. Après, quand même. Ouais, peut-être. Je m'en rends pas compte là, tu vois. Parce que comment tu t'entraînais là-bas? Parce qu'en Nouvelle-Calédonie, à mon avis, ça devait pas être la folie au niveau de l'entraînement, au niveau du matos en tout cas. Ah non. C'est très simple. Hein, le matériel, c'était limite du fabriqué maison. Ouais. C'est-à-dire que en Nouvelle-Calédonie, forcément, il n'y a pas de fournisseur pour le matériel, ne serait-ce que pour la magnésie en fait. Il n'y a pas de magnésie. Tu es obligé de faire venir de France. Ou d'Australie, on faisait venir d'Australie. Ouais, mais tu la faisais importer quand même. Ah oui, on la faisait importer quand même. Ah ouais, tu crachais pas sur tes mains, quoi. Alors, c'est un réflexe gynéque, on crache dans nos mains en général, on met de la magnésie, etc. Bon, ça, mais non, tout était importé de A à Z. Les tenues vestimentaires, parce que c'est une tenue particulière pour la gym, le matériel gynéque, la magnésie, tous ces trucs-là, tout était importé de A à Z. Et la petite anecdote, par exemple, pour au sol, les exercices au sol, normalement, dans un vrai gymnase, tu as ce qu'on appelle un praticable, qui est un sol rebondissant, pour faire simple, ça rebondit, du coup ça permet de faire plein d'acrobaties. Nous, évidemment, on n'avait pas ça, on avait de simples tapis, point, c'est-à-dire que si tu tombes par terre, bah, tu as quand même mal. Et si on voulait aller plus loin d'un point de vue technologique du matériel, eh ben, on fabriquait nous-mêmes. C'est-à-dire que les entraîneurs nous disaient, eh ben, les gars, on est 50 dans le club, chacun ramène 2 pneus de voiture de telle taille, et du coup on les mettait au sol, on mettait une plaque de bois dessus avec un petit revêtement en mousse, de façon à ce que ça puisse rebondir et du coup évoluer. Donc c'était vraiment du fait main en fait. Mais quand tu as la passion, quand tu aimes et quand tu veux aller au-delà de ce que tu peux faire, en fait, forcément, à un moment donné, tu te retrouves bloqué par quelque chose, peu importe que ce soit le matériel, que ce soit l'état d'esprit ou ce que tu veux. Si tu es passionné, si tu aimes ça, tu as envie d'aller plus loin, bah, tu vas chercher des solutions. Et du coup, bah, la solution qu'on avait là, d'un point de vue du matériel, c'était de le fabriquer nous-mêmes et de trouver des solutions avec ça, en fait. C'est fou, ça. Mais complètement. Et quand je revois ça aujourd'hui, je me dis, putain, c'est ouf quand même. On avait la foi, tu vois, on avait l'ambition. Mais est-ce que ça... C'est une question, et vous mettrez en commentaire aussi ce que vous en pensez. Est-ce que le fait de s'entraîner à la dure, un peu à la Rocky, tu vois, comme dans Rocky 4, où le mec, il est avec toute la technologie, tu vois, le russe, et Rocky, il est dans le chalet, dans la neige, tu vois. Bien sûr. Est-ce que le fait de t'entraîner dans des conditions qui sont plus dures, est-ce que ça t'a pas forgé aussi un état d'esprit plus dur, tu sais, plus dur à la gagne, tu vois? Si. En fait, tu te renforces physiquement et mentalement. Bah ouais. C'est-à-dire que physiquement, évidemment, quand tu n'as pas le matériel adapté, c'est traumatisant. Déjà, la gymnastique, c'est quelque chose de traumatisant pour le corps. Heureusement, avec l'avancée technologique, c'est de moins en moins. Mais par contre, ça reste un sport quand même traumatisant, quoi qu'il arrive. Donc, en plus, si tu n'as pas le matériel adéquat, forcément, tu t'abîmes le corps. C'est très simple. Aujourd'hui, je me rappelle, je discutais avec mes anciens élèves, je suis encore en contact avec eux, et je leur ai dit, les gars, vous vous rendez compte, dans votre génération, donc ça c'était mes élèves, c'était dans les années 2000, votre génération, vous avez les meilleurs agrès qui puissent exister dans le monde. Et quand je vous demandais de faire une petite accro, ça chouinait, ça avait peur, ça machin. Et quand je vais dans la rue et que je vois les jeunes du hip-hop qui font des acrobaties sur du bitume, tu vois, ils font des saltos arrière, rondades saltos arrière, machin, et que ça décolle à 5 mètres de haut, j'ai envie de leur dire, les gars, vous avez tout ce qu'il faut. Donc c'est juste une prise de décision. Vous êtes capable de le faire. Arrêtez de vous mettre des blocages comme ça. Vous avez tout ce qu'il faut. Vous avez un entraîneur qui est là pour vous parer. Vous avez le matos qu'il faut. C'est juste là-dedans, en fait. Tu veux réussir quelque chose, eh ben, t'y vas. D'accord. Toi, t'avais des blocages comme ça ou pas? Ou c'était Si, parce que c'est l'acrobatie en général, ça fait peur. Hein. Tu à n'importe quel moment, tu peux te blesser. Moi, je me suis viandé quand même pas mal de fois.
J'avais un abonnement à l'hôpital, moi. À un moment donné, j'y étais tous les mois à l'hôpital. Mais parce que le matos n'était pas du tout adapté. Et en fonction de mes blessures, on améliorait le matos. Parce que, bah, tu vois, par exemple, à un moment donné, là, ça me vient, j'étais au bar parallèle. Je fais un mouvement et je loupe le mouvement et je tombe. Et il y a un endroit où il n'y avait pas le tapis. Enfin, la barre de support n'était pas protégée. Et bah, à partir de ce moment-là, ah bah tiens, Franck, il s'est cassé la gueule, c'est ouvert, il y a eu des points de suture ici, bah, on va peut-être mettre une mousse ici pour les prochains. Donc on a amélioré comme ça le matos. Et oui, les conditions de sport à mon époque, c'est plus comme ça aujourd'hui, c'était très compliqué. Il n'y avait pas de structure pour les sportifs, il n'y avait pas de sport-études ou des choses comme ça où on aménage le temps du sportif en fonction du sport avec l'école, etc. Donc c'est très simple. Déjà en Nouvelle-Calédonie, l'école, tu commences beaucoup plus tôt qu'en France, c'est 7h05 le matin. Au collège, donc 7h05 le matin, tu es en cours, tu finis ta journée, il est 17h, de 17h à 20h, entraînement. Et ça, c'était 5 jours, du lundi au vendredi. Le week-end, c'était entraînement de 8h à 11h le samedi matin, 14h, 18h l'après-midi, et le dimanche, 14h, 18h. Tu faisais quoi, 25-30 heures par semaine? Le plus haut j'ai été, c'était 25. En moyenne, c'était 24. Ouais. Oh, c'est une dinguerie. Et après, c'est là où il y a tous les sacrifices, en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, tu choisis, tu fais le sport ou l'école. Au final, j'ai choisi le sport. L'école, j'ai pas mon bac. À partir de la 4e, j'ai fait que des conneries. J'ai commencé à fumer. Enfin voilà, tu fais que des trucs comme ça. Il n'y a pas de structure. Et donc ça, c'était au moment où j'ai atteint mon quota d'heures d'entraînement, en fait, qui était le plus haut. Ouais, le plus haut. Ouais. 24 heures. Ok, donc du coup, tu arrives au championnat de France, tu gagnes. Donc tu reviens au pays, la Rosta, etc. Okay. Comment tu t'es remis après à te réentraîner pour atteindre un autre objectif? Parce que du coup, là, est-ce que tu étais de genre plénitude, j'ai atteint mon objectif final? Ou après, est-ce que ça t'a mis dans une optique de se dire, je veux faire encore mieux? C'était quoi l'état d'esprit là-dessus? Alors, en fait, ça s'est passé en 2 temps. C'est-à-dire que, ok, j'ai atteint mon objectif final. En vivant en Nouvelle-Calédonie, tu peux pas espérer aller plus loin dans ce sport, en tout cas. Parce qu'après, c'est quoi? C'est les championnats d'Europe, il me semble. Après, c'est les championnats du monde et après, c'est les Jeux. Et en vivant en Nouvelle-Calédonie, comme il n'y a pas les infrastructures qu'il faut et tout, tu peux pas aller plus loin que ça. Donc pour moi, c'était ok, bon j'ai atteint mon objectif, j'ai été champion de France dans ma catégorie. Par contre, ensuite, comme je disais tout à l'heure, tous les ans, on venait en France pour faire des stages d'entraînement avec les équipes de France. Il y a eu les entraîneurs, il y en avait 2 entraîneurs nationaux qui sont venus nous voir en nous disant « Écoute, Franck, si tu veux venir plus loin, il faut que tu viennes en France et que tu fasses sport-études. » Évidemment, c'est ce que je voulais. Donc là, psychologiquement, mon champ des possibles c'est ouvert. Un boost, quoi. Exactement. Sauf que, malheureusement, j'avais l'entraîneur c'est ça qui t'a bloqué? Ouais, il a dit non. Il a dit non et il dit non, tu restes avec moi. Ok. Et du coup, ça se passe comment après? Donc, tu es resté un peu avec lui. C'était quoi un peu le cheminement derrière? Après, donc là, j'avais 16 ans. Sachant que ma vie, ça allait être, puisque l'école, c'était un échec total, ça a été, tu fais de la gym, on continue les championnats de France, etc. On continue les entraînements. Tu deviendras entraîneur. Ensuite, tu deviendras éducateur sportif pour les écoles. Et à côté de ça, tu géreras ce qu'on appelait le centre territorial d'entraînement. C'est le haut niveau de là-bas. Donc, si tu veux, le chemin avait... C'était déjà tout tracé. Ouais, c'était tout tracé. Au final, j'avais plus besoin de réfléchir. Fait, et puis c'est tout. Et donc, si tu veux, d'un point de vue sportif, après ça, c'était terminé pour moi psychologiquement. Est-ce que je me bats à vouloir gagner ou quoi que ce soit? Non, je fais juste le mieux que je peux. Et puis voilà. Donc, si tu veux, ma carrière sportive, elle s'est arrêtée, personnellement, je l'ai vécu comme ça, elle s'est arrêtée à ce moment-là. Mais toujours dans le but de pratiquer quand même encore, de bénéficier des voyages pour s'ouvrir l'esprit, pour continuer. Et malgré tout, même l'amour du sport, en fait. Rien que ça.
Et puis surtout de devenir entraîneur pour ensuite m'occuper des... C'était quand même un truc que tu kiffais dans le projet d'être entraîneur, ou c'était un truc vraiment, t'as mis ça et ça te faisait chier? Non, c'est un truc que je voulais. C'était un truc quand même que tu voulais. Ouais, mais t'étais déjà dans cette phase-là, de dire ouais, c'est bon, moi j'ai fait le truc, je passais entraîneur. C'est ça, ouais. Mais ça va pas se passer comme ça parce que tu décides de partir en France. C'est ça. À quel âge? À 25 ans. Donc, ok. Donc là, qu'est-ce qui se passe rapidement de 16 à 25 ans là? Il se passe quoi? Alors, de 16 à 25 ans, je suis entraîneur. Je m'occupe du haut niveau en Nouvelle-Calédonie, sauf qu'au bout d'un moment, j'en ai ras le cul, je me barre. Alors là, ça, c'est un moment vraiment important. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête à ce moment-là? Parce que c'est quand même une décision importante de se dire je quitte mon île à 22 000 km de la France métropolitaine pour venir ici. C'est quoi l'élément clé qui te fait décider? Est-ce que ça a été... C'était quoi l'élément clé? Est-ce que ça a été rapide? Est-ce que tu t'es décidé vraiment vite ou est-ce que tu as traîné, etc. Comment ça se passe ce moment-là? Alors, l'élément clé, en fait, ça a été la relation avec mon ex-femme. Donc, ça a été pour une personne. Donc, pour une personne. En fait, le cheminement a été très, très long. Ça a été très, très long, trop long même. Je pense que j'aurais allé plus vite. Mais non, moi, personnellement, j'ai mis trop de temps. Ça a été très long de se dire qu'est-ce que je fais? Est-ce que je continue? Est-ce que j'arrête? Sachant qu'il ne faut pas oublier que je suis sous l'emprise, que je le sais. Enfin, je finis par m'en apercevoir et je me dis, putain, c'est pas possible, je peux pas continuer comme ça. Mais quand tu es sous l'emprise d'une personne, la peur est plus forte que tout. Et quand quelqu'un a peur, tu fais ce que tu veux de lui. Et si tu veux, donc ça a été très long parce que justement il y a eu cette peur. Par contre, la décision, elle a été en 2 secondes, tu vois. Donc tout le cheminement très long, et au moment où je me suis dit ok, je passe à l'action, là ça a pris 2 secondes. Et en fin de compte, donc ce qui s'est passé, c'est que pendant un peu moins de 10 ans, donc j'étais toujours dans le sport, j'étais entraîneur, je m'occupais du secteur du haut niveau, etc. On a eu de très bons résultats. Mes jeans, je les ai emmenés jusqu'au championnat de France. Ils n'ont pas eu les places, mais ils ont été bien classés. Et à un moment donné, donc je rencontre mon ex-femme et il se trouve que après notre rencontre, 1 an après, il fallait qu'elle parte en France faire ses études. Et avant de partir, elle m'a dit, écoute, c'était à 6 mois de partir, elle m'a dit, écoute, c'est soit tu viens avec moi et on reste ensemble, ou soit on arrête tout maintenant parce que ça sert à rien, et toi tu restes ici et moi je me casse. Et en fin de compte, ce qui s'est passé, c'est que j'ai vu au final une opportunité pour moi de me dire, c'est peut-être le moment de quitter tout ça, de quitter tout ce merdier, toutes ces contraintes, pour te dire à quel point j'étais sous l'emprise de cette personne-là. Il habitait peut-être à une demi-heure de chez moi, ouais, c'est ça, une demi-heure de chez moi. À 23h, il m'a appelé pour me dire, Franck, viens emmène-moi un McDo. Mais non. Je partais de chez moi, j'allais chercher un McDo, je l'emmenais chez lui. Putain. Ah ouais, c'est chaud. Mais du coup, donc là, tu as décidé de prendre cette occasion et de partir. Exactement. Alors évidemment, alors j'étais amoureux, hein, évidemment, mais je pense qu'à ce moment-là, quand j'ai pris la décision, j'ai vu plus l'opportunité. Je me suis dit, attends, je vais me servir de ça, de cette excuse, de cette raison, pardon, pas cette excuse, de cette raison, pour aller voir l'entraîneur. Il dit, j'arrête, je pars. Parce que moi, en fait, ça faisait déjà 5 ans que je voulais partir et j'avais essayé de négocier avec lui. Je lui ai dit, écoute, je voudrais partir, je voudrais passer... Alors, j'avais déjà mon brevet d'État, premier degré. Et je lui ai dit, écoute, j'aimerais bien passer mon 2e degré. Comme ça, je reste un peu en France, j'entraîne, je reviens avec plein de nouvelles compétences, etc. Et il a jamais voulu, en fait. Ouais, il s'est dit, si tu te barres, tu ne reviendras pas. Ouais, exactement. Et après, il a changé sa vision quand même, parce que quand je suis allé le voir pour lui dire, et que là j'avais pris ma décision, je crois que c'est la peur de ma vie. La peur de ma vie, t'imagines même pas. Je vais le voir, je ramène la médaille que j'avais gagnée, les championnats de France, donc c'était presque 10 ans avant. Hein. Je viens chez lui et je la pose sur la table, je dis, tiens voilà, je te la donne. C'était un peu en reconnaissance quand même, malgré tout, parce qu'il m'a quand même emmené au plus haut niveau de ce que je pouvais faire. Et je lui dis, mais par contre, voilà, je pars. Je vais en France, je vais m'installer, je ne reviens pas. Et j'avais peur parce que c'était quelqu'un de très colérique, violent physiquement, et j'avais peur. Il est resté super calme. Super calme, il m'a regardé droit dans les yeux, il m'a dit, de toute façon, tu reviens dans 3 mois. Je ne suis jamais revenu. Ah, c'est bien. Hein.
C'est bien, c'est top. Et donc, du coup, regarde, on va rebondir sur un truc plus marrant, parce que ça, je connais l'histoire. T'arrives en France, et toi, t'es en Nouvelle-Calédonie, c'est une mode, voilà, soleil, etc. Boum, t'arrives dans le métro. Qu'est-ce qui se passe dans le métro quand t'arrives avec la bonne mentalité française? Qu'est-ce qu'on a derrière? Eh ben écoute, quand j'arrive à Paris, donc je m'installe d'abord à Paris, je prends le métro. Et en Nouvelle-Calédonie, quand tu prends les transports, alors il n'y a pas de métro, hein. C'est quoi les transports Le bus. Le bus, et pour dire au bus de s'arrêter, tu tires sur une corde. Ouais. Okay. Ouais, je vois. Et en fait, je rentre dans le métro, et en Nouvelle-Calédonie, quand tu rentres dans les transports en commun, tu dis bonjour à tout le monde. Okay. Bonjour aux chauffeurs, bonjour aux gens, bonjour, et tout le monde te répond bonjour. Et moi, évidemment, je monte dans le métro, et je dis bonjour en rentrant, et je vois tous les gens qui me regardent comme ça. Et ça se voyait dans leurs yeux, ils disaient ça y est, lui il va nous demander de l'argent. Une pièce. Direct. Ça, je me serais dit pareil, je suis putain, encore un qui va demander une pièce, quoi. Et non, voilà, donc du coup, tu vois, c'est un petit peu le décalage entre 15 millions d'habitants et tu passes à 80 000 habitants, tu vois, voilà, c'est le truc. Et ça a été une réadaptation complète. Alors, bien que je connaissais quand même très bien la France, hein, puisque je venais quand même souvent en tant que sportif, mais venir y vivre, ça n'a rien à voir. C'est comme quand tu viens en vacances dans un pays et que tu te dis est-ce que j'irai y vivre, c'est pas la même histoire, quoi. Exactement. Et si tu veux, quand donc en vivant là, moi je suis arrivé, je savais pas quoi faire. Hein. Je savais absolument pas quoi faire, tout sauf entraîneur de gym. Et je me suis dit, attends, je vais quand même essayer. Je vais aller voir pour être, que je trouve un métier. Je me suis dit bon, je vais être entraîneur, je sais faire que ça. Et alors que je voulais absolument pas. Et je me suis dit bon, attends, dans l'urgence, je vais aller voir. Et j'ai fait bouger un petit peu mon réseau. Et c'est là que tu t'aperçois que le réseau c'est très important. Un ami, un des entraîneurs nationaux avec qui j'avais gardé contact, il m'a dit écoute, si tu cherches un poste d'entraîneur, tu viens me voir et on va essayer de te trouver quelque chose. C'est ce que j'ai fait. Il m'a trouvé un poste. Il m'a dit écoute, c'était à Noisy-le-Grand. Noisy-le-Grand. C'est en 93 ou 95 ça? 94. À 94 ouais. Ok. Je pensais... Et il m'a dit il y a un poste là-bas. À mon avis, il ne devrait pas y avoir de problème. Ils vont t'engager, mais va passer l'entretien quand même. Eh ben, écoute, j'y suis allé. J'ai mis le pied dans la salle. J'ai vu la dame et je lui ai dit excusez-moi, je suis désolé, mais je ne peux pas. Et je suis parti. Une saturation, un blocage complet. Genre Terminado, la gym aura le cul, quoi. Terminé. D'accord. Terminé. Donc du coup, qu'est-ce que tu fais après? Du coup, tu retournes dans le métro, est-ce que si tu demandes des rangs de caisse? Alors attends, parce que la suite, elle est quand même aussi assez atypique parce que moi, j'arrive en novembre, donc on est en plein hiver. Ah, t'as pas l'habitude déjà là? Non, alors déjà, j'ai pas l'habitude, mais donc on est en plein hiver et donc ma compagne de cette époque est étudiante, elle loge en cité universitaire. Moi, j'ai nulle part où aller, je vais loger dans sa chambre universitaire, sauf que c'est interdit, j'ai pas le droit. Donc je me cache. Je me cache pendant 3 semaines, 1 mois, et il fallait bien avoir un compte bancaire quand tu viens t'installer quelque part. Donc je reçois une lettre de la banque comme quoi mon compte est bien ouvert, mais à la cité universitaire. Ah, on se fait griller comme ça. À partir de là, le direct, on se fait convoquer par le directeur. Et il me dit, c'est simple, le 31 décembre, t'es dehors. Sauf que moi, Nouvelle-Calédonie, je sais pas qu'il y a la trêve hivernale, qu'on peut pas te mettre dehors en plein hiver, des choses comme ça. Je connais pas tout ça. Donc je me dis, putain, j'ai 3 semaines pour trouver un taf et un appartement. Et je trouve l'appartement avant le taf. Va savoir pourquoi. On rencontre donc on voit une annonce et tout. On va postuler, candidater pour cet appartement. Et je te jure, c'est pas rien. Et du coup, c'est pas une légende. Quand il y a un appartement qui s'y libère, c'est la queue pour visiter l'appartement. Elle est étudiante, pas de revenus, juste une bourse. Bon, ceci dit, ça reste une source de revenus, mais ce n'est qu'une bourse. Moi, j'arrive, pas de métier, rien, pas de revenus, que dalle, zéro. Et en face, il y avait il y avait un avocat, il y avait un flic, enfin voilà, il y avait des mecs avec des bons postes. Donc on postulait pour un appartement dans le 12e arrondissement. Et quand on a vu tous ces candidats qui étaient là, on s'est dit putain, mais c'est pas possible, elle va jamais nous accepter. Ouais. C'était un petit 28 mètres carrés. Je te jure, quand tu ouvres la porte, 2 mètres devant, il y avait un autre immeuble. Si tu voulais voir le ciel, tu étais obligé de sortir la tête comme ça.
Et on se dit, putain, mais jamais on va avoir l'appartement. Et c'était urgent. Alors, ce qu'on a fait, on a laissé passer tout le monde. Et quand on a attendu que la propriétaire ressorte de l'appartement, et elle nous a dit, mais je vous ai déjà vu, vous, tout à l'heure, vous êtes venu candidater. Elle fait, oui, mais du coup, on aimerait bien discuter avec vous. On vous invite au resto pour mieux vous expliquer notre situation et puis parce qu'on veut vraiment cet appartement. La meuf, elle a été touchée. On a discuté, donc on a été au resto, on l'a invité, on lui a expliqué, voilà, je viens de Nouvelle-Calédonie, j'explique pourquoi j'ai pas de travail maintenant, mais je lui garantis que je vais en trouver un, peu importe ce que c'est, mais j'aurai un taf. Et si tu veux, c'est là où, en fait, on a fait du marketing, en gros. On a fait du marketing, et au final, elle a tellement été touchée que, elle nous a retenus. Alors que j'avais 0. Et ensuite, 2 semaines après, je trouve un poste de vendeur à Decathlon, porte de Montreuil, dans le 93, et je reviens vers elle en disant, voilà, j'ai bien un contrat, machin. Donc, à Paris, je suis vendeur Decathlon, porte de Montreuil. Tu restes combien de temps en vendeur? Je reste 6 ans. 6 ans vendeur. 6 années. Et pendant ces 6 années-là, je découvre la photographie. Ça arrive comment, la photo? La photo, alors c'était justement à la cité universitaire, je rencontre un étudiant qui, lui, venait de Tahiti, donc forcément à Tom Crochu, puisqu'il vient du Nil aussi, et qui, lui, faisait l'école d'art. Et donc, il faisait à chaque fois en soirée, à chaque fois qu'on faisait la ch'touille, photo et tout, et il me montrait le résultat. J'ai dit, putain, je kiffe trop ça. C'est trop beau ce que tu fais, et j'ai envie de faire ça. Et la photo est venue comme ça. Ok. Et du coup, qu'est-ce qui se passe après? Donc, après, ce qui se passe, donc je suis vendeur à Decathlon pendant 6 ans, et à la moitié de ce temps-là, au bout de 3 ans, je découvre la photo, et je me dis, putain, je veux faire ça. Je veux devenir photographe. Je vais en faire mon métier, je vais me former sur le terrain ou sur des formations en ligne, des choses comme ça. Et au final, j'arrive petit à petit à avoir un bon niveau au niveau de la photo et à faire des petits contrats, pas trop chers au départ, mais toujours en cohérence avec mes compétences, tu vois, avec mes capacités de ce que je sais faire en photo. Donc, je cassais pas trop le prix, mais c'était quand même justifié parce que je suis pas un super photographe, quoi. Stratégie de pénétration, quoi. T'étais en mode un peu. Voilà, c'est ça, exactement. Histoire de faire tes preuves aussi, d'avoir tes premiers clients, etc. C'est ça. Et ça, t'as quel âge là, du coup? Alors là, j'ai 29 ans. 29, 30? Ouais. 29? 29 ans. Ok. Et à partir de ce moment-là, c'est quand la bascule, au moment où tu quittes ton taf chez Decathlon? Alors là, pareil, une peur de ouf, parce que tu quittes un salaire, même petit soit-il, tu quittes quand même une certaine sécurité de revenus. Donc, très, très peur. Et du coup, j'avais ma lettre de démission parce que j'ai fait une démission, j'ai pas fait de demande de convention ou je sais pas quoi, tout ça là. J'aime pas trop ce genre de procédure. J'ai décidé de me barrer, je me barre comme il faut. Donc j'avais ma lettre de démission, je l'ai relue je sais pas combien de fois, et du coup je dis bon allez, j'y vais, je vais poser ma démission. Et en fait, pourquoi je me suis dit ok c'est bon, c'est le moment, c'est que parce que à partir du moment où on m'a dit sur mes photos, elles sont belles tes photos. De 2, j'avais eu des clients, donc des gens qui étaient prêts à payer pour ce que je sais faire. Et qu'en plus de ça, tout le monde était content. Je me suis dit, ok, allez, c'est bon. Je vais pouvoir y aller. Donc j'avais fait pendant 3 ans, donc je cumulais photos et vendeur à Decathlon. Et à partir de là, une fois que je voyais que je me sentais rassuré émotionnellement sur le fait de recommencer encore une fois une vie, parce qu'au final, tu recommences une vie encore quand tu quittes ce genre de situation. À partir de là, je me suis dit, allez, c'est bon, j'y vais, je démissionne, et je me suis mis en auto-entreprise, et puis... Tu gagnes déjà combien pour... Ça peut être intéressant pour les gens qui vont regarder cet épisode, c'est de se dire, parce que ça va beaucoup vous parler, tu quittes le salariat, c'est compliqué, même petit salaire, c'est compliqué, parce que tu es dans la sécurité, tu es dans la zone de confort. La photo a représenté combien par rapport à ton salaire? Tu gagnais combien à peu près? À la fin, je gagnais plus que... Tu gagnais plus, je gagnais plus. Et malgré... Alors ça, c'est intéressant. Malgré le fait que tu gagnes plus avec la photo vidéo, tu as peur de te lancer. Ouais. En fait, tu as peur parce que moi, j'étais dans un secteur où c'était un petit peu du one-shot. C'est-à-dire que c'était beaucoup de mariages et les gens se marient qu'une fois. Donc,
ça veut dire qu'il faut tout le temps retrouver de nouveaux clients, tout le temps. Tu vois, je peux pas avoir une prestation avec un couple de mariés, puis ensuite faire des photos tous les mois avec eux. C'est pas possible. Ouais, c'est sûr. Tu vois, donc il n'y a pas de récurrence. Donc tu as peur que ça s'arrête, quoi. Exactement. Donc ça veut dire que si un jour je trouve plus de clients, j'ai plus rien, quoi. Donc il a fallu trouver des solutions à ça, et les solutions que j'ai trouvées, c'était du coup de faire des salons du mariage. Et là, en faisant ça, c'est là où je me suis aperçu que, alors c'est un gros investissement, surtout quand tu te lances. Un stand sur un salon du mariage, c'est 5000 balles. Ah ouais, quand même. Ah ouais, c'est 5000 balles. Mais par contre, c'est rentable parce que ton année, elle est prête. Elle est prête. Ensuite, tu signes du contrat après derrière, tu vois. Donc, quand j'ai quitté ça, je savais pas encore qu'il fallait faire des salons et tout machin. Donc, je le fais quand même. Je flippe, mais oui. Peu importe le chiffre d'affaires que tu fais en tant qu'indépendant, quand tu quittes un salariat, tu as quand même peur. Tu as peur. Ouais. Donc tu pars, photo, et ça se passe comment après? Alors après, écoute, mon chiffre d'affaires, il a fait que ça, en progression depuis le premier jour où je me suis mis à plein temps là-dessus, jusqu'à aujourd'hui. Mon chiffre d'affaires n'a fait que progresser, sauf pendant le Covid. Le Covid, ça a été pitoyable. Mais sinon, non, ça ne fait que progresser. Mais par contre, c'est parce qu'à chaque fois, il a fallu s'adapter à de nouvelles situations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des photographes de mariage, il y en a à la pelle. Par contre, des photographes de mariage qui font des choses nouvelles, il n'y en a pas tant que ça. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quand j'allais quand je faisais les salons du mariage, donc je voyais plein de concurrents. Et le premier salon de mariage, je m'étais fait cette réflexion. Putain, mais on fait tous la même chose. On fait tous des photos de mariage, et bon, ok, il y a la patte artistique et tout machin, sauf qu'il faut être sensible à l'art. Si t'es pas sensible, tu vas pas forcément voir la différence entre tel ou tel photographe, tu vois. Mais du coup, je me suis dit, putain, on fait tous la même chose. Et j'ai été un des premiers, et c'est pas pour me la raconter, parce qu'au début, j'avais un petit, tu vois, je culpabilisais, je me disais, ouais, te raconte pas, mec, hein, t'as pas inventé le métier de photographe. Non, c'est vrai, j'ai pas inventé ce métier-là. Par contre, j'ai été un des premiers à mettre le photomaton sur un mariage. Et ça, quand je voyais, donc l'année suivante, quand je suis allé, je voyais pas un photographe qui faisait ça, et que j'avais tous les gens qui faisaient, ah, mais c'est trop bien, c'est original et tout, machin, et ben, tu crées la différence, en fait. Et ça m'a beaucoup rassuré. La différenciation. Exactement. On en parle dans les business sur Internet, mais en business physique, c'est pareil. C'est exactement pareil. Et tu vois, quand après j'ai vu que petit à petit, les photomatons qui arrivaient, maintenant tu vas sur un mariage, photomaton c'est obligatoire, hein, c'est partout. Et ben j'ai créé un nouveau truc, c'était mes mariés en Converse. C'est-à-dire que je disais à mes mariés, enfin aux femmes, écoutez, on va faire un shooting un petit peu différent de ce qui se fait, plutôt que d'avoir la robe, les talons, machin, et ben robe, mais avec des Converse. Et les meufs, enfin les femmes, pardon, elles ont kiffé cette idée. Et quand je faisais les salons et que j'exposais toutes les mariées en Converse que j'avais, les nouveaux prospects qui venaient faisaient « Ah, mais je veux faire partie… » Alors, elle disaient pas « Je veux des photos comme ça ». Elle disait « Je veux faire partie des mariés en Converse ». Ce qui n'est pas la même chose, tu vois. Elle veut faire partie d'une communauté, en fait. Ça, c'est dingue. Hein. Ouais. Quoi, dans n'importe quel domaine, hein, on revient toujours à la même chose. Hein. Le côté, on a besoin d'être dans une tribu, d'être avec des gens qui nous ressemblent, etc. Exactement. Et ça, c'est vraiment, vraiment marrant. Exactement. Et donc là, tu continues à faire de la photo. Qu'est-ce que ça donne maintenant à l'heure actuelle au niveau de ta vie pro? Dans quoi tu pars? C'est quoi un peu cette évolution-là? Alors aujourd'hui, donc moi, je me suis orienté sur la photo événementielle business. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure de ma carrière, j'ai fait la rencontre de différents entrepreneurs, et il se trouve qu'ils avaient besoin de photos de leurs événements, les séminaires, les masterminds, des choses comme ça. Et petit à petit, je me suis orienté là-dessus parce que j'avais l'impression d'avoir fait un peu le tour des mariages, des événements privés. Tu vois, j'ai fait 150 mariages dans ma carrière. Au bout d'un moment, tu cherches plus la créativité. En fait, tu deviens un robot et tu te dis, bon, là, il va se passer ça, donc je vais faire ça. Je fais 3 clichés, puis c'est bon, j'ai ce qu'il faut, ça suffit. Quand tu sens qu'à un moment donné, tu n'as plus la flamme, tu n'es plus animé par ce que tu fais, il vaut mieux rester sur un succès plutôt que ta notoriété de descendre et qu'on dit ouais, ces photos elles sont pas terribles, c'est de moins en moins bien, etc. Tu vois, j'ai préféré j'arrête le secteur du mariage, et du coup l'entrepreneuriat m'a beaucoup plu parce que je continue à faire de la photo, j'aime ça, mais en plus de ça j'apprenais de nouvelles choses.
Et apprendre dans l'entrepreneuriat, bah forcément, quand tu es indépendant, tu es à ton compte, bah, n'importe quelle information qui va dans ce sens-là, bah, tu as envie d'écouter et d'apprendre pour l'appliquer dans ton business, tu vois. Donc, quand tu fais un séminaire ou un mastermind que, tu es payé pour prendre les photos et en plus, tu apprends des choses, bah, c'est tout bénef, quoi, c'est top. Est-ce qu'au début, tu comprenais tout ou pas? Les premiers, comment ça s'est passé les premiers? Non, le premier, bah, c'est très simple. Je me suis dit, c'est un vendeur de rêve, c'est un gourou, le mec, c'est du mytho. Parce qu'en plus, quand je suis allé faire cette première prestation, c'était un séminaire sur l'indépendance financière. Donc, tu imagines bien qu'en France, l'argent, c'est tabou. Donc, j'arrive sur ce milieu-là. Je pensais que c'était une réunion d'entreprise, tu vois, que c'était une entreprise qui faisait un bilan et puis après faire un lancement de la nouvelle année, etc. Et en fait, non, c'était un séminaire sur l'indépendance financière, que les gens payaient leur place pour aller voir un mec parler sur l'indépendance financière. Quand je l'ai vu arriver sur scène un petit peu à l'américaine, et tout le monde était en feu dans les gradins, j'ai dit, putain, où est-ce que je suis arrivé? Et le mec, il commençait à parler d'indépendance financière, la richesse et tout, machin. Je dis, oh, ça y est, c'est un mec qui va parler encore, c'est un gourou, vendeur de rêve et tout. Mais comme mon métier me permet aussi d'écouter ce qui se passe, au fur et à mesure du week-end, ça se passait sur 2 jours, je me disais, putain, c'est pas con ce qu'il disait. À chaque fois, j'entendais un nouveau truc, je disais, putain, ouais, c'est pas con. Ah ouais, c'est pas bête, c'est pas bête, c'est pas bête. Et à la fin du week-end, je fais, oh, le mec m'a lavé le cerveau. Je me dis, putain, mais oui, mais en fait, c'est ça. C'est ça la vie, en fait. C'est ça le business, c'est de travailler pour soi. Enfin bref, tu connais le sujet et la thématique, voilà. Et du coup, bah, je suis rentré comme ça. Et au début, donc moi j'ai été convaincu dès cette première prestation. Mon environnement personnel, eux, beaucoup moins forcément, puisqu'ils n'étaient pas, ils n'ont pas vu. Ils disaient, ah non, c'est des conneries, arrête et tout machin. Du coup, j'ai perdu 2 ans comme ça. 2 ans? Ouais, 2 ans, parce qu'on me disait, bah non, et je voulais acheter une formation, tu vois, là-dessus. Mais ouais, attends, il y a un truc que je comprends pas. On te dit, bah non, mais ton boulot, c'était d'être photographe à ce moment-là. Oui. Donc je comprends même pas pourquoi on t'a dit non. Toi, tu t'allais faire des photos, c'était même pas de participer au truc. Donc je comprends pas en fait le problème. Non, on me disait non pour aussi pour acheter une formation là-dessus, pour m'orienter vers aussi pas le côté photographe. Non, pas le côté photographe. Je comprenais pas. Je me suis dit, c'est peut-être les mecs. Non, c'était parce que je voulais investir dans l'immobilier, etc. Et du coup, je voulais me former. Donc, je voulais prendre une formation. On me disait non, c'est des conneries, faut pas faire ça. Des gens qui n'ont rien fait, en fait, tu vois. Comme souvent. Exactement. Comme quasiment tout le temps, d'ailleurs. C'est ça. Et du coup, j'ai perdu 2 ans. Donc, cette première année, je l'ai perdue. La deuxième année, cette personne me rappelle pour son nouveau séminaire. Et je ressors de ce séminaire encore plus gonflé. Et je rentre chez moi. Et je dis, t'es sûr, tu veux pas qu'on prenne une formation? Elle me dit, non. Je dis, putain, ok. Bon, je fais confiance et je me dis, bon, ok, je fais pas. Donc, je perds 2 ans comme ça. 3e année, je reviens et je dis, bon, écoute, je prends une formation. Tu veux ou tu veux pas, tu me suis pas, c'est pas grave, mais je prends la formation, je la fais. Et j'ai bien fait parce qu'au final, en faisant la formation, elle a regardé aussi en même temps et elle s'est dit, ah oui, effectivement, c'est pas con. Et puis, du coup, j'ai investi au final. Mais du coup, j'ai perdu, tu vois, si c'était à refaire, c'est fou ça. Je m'écouterais, en fait, j'écouterais pas les gens qui n'ont rien fait. Ça, c'est vraiment un conseil qu'on vous donne. Vous aurez des critiques dans 99,9% des cas par des gens qui ont des résultats inférieurs aux vôtres. Et plus vous allez monter, et plus on va vous critiquer, mais surtout, n'écoutez pas. Écoutez les personnes qui ont déjà fait ce que vous voulez atteindre. Si vous voulez faire de l'immobilier, écoutez des mecs qui ont de l'immobilier. Pareil pour la bourse ou la crypto, pareil pour les business en ligne. Va pas écouter tante Jacqueline ou tonton Claude qui a jamais rien fait, mais la plupart des gens ils font ça. Mais c'est ça. Moi je sais, tu vois, dans mon expérience personnelle, juste une parenthèse là-dessus. Moi j'ai ma mère et j'ai mon oncle qui sont comme ça, c'est un truc de fou. Ma mère, pendant toute ma carrière, tu sais, quand j'ai lancé mon activité, ça a toujours été ça. Mais non, c'est pas possible d'eux parce qu'elle entendait les trucs à la télé et elle a entendu ça de telle personne. Elle disait mais non, on peut pas, etc. Et ma mère elle a jamais investi 1 euro, jamais tout ça, tu vois. Et au bout d'un moment, ça, c'était quand j'étais gamin. Puis après, quand j'ai commencé à grandir, je fermais les écoutilles et j'ai tracé. Je dis, ça sert à rien. À un moment donné, il faut s'écouter à un moment donné. Parce que vraiment, sinon... c'est un truc, c'est pour ça que je fais une petite parenthèse, mais c'est super important. Parce que je pense que la plupart des gens, on pourra le mettre en commentaire, mais la plupart des gens qui verront cette vidéo, il y a forcément des gens autour d'eux qui vont être comme ça.
Exactement. Surtout en France. Très, très français, ça, en plus. Bah, tu vois, moi, donc, j'ai quitté la Nouvelle-Calédonie. J'ai quitté le salariat. Et ensuite, j'ai redéménagé pour venir vivre à Lyon. En gros, j'ai eu trois points clés comme ça dans ma vie. Aujourd'hui, avec ces 3 expériences-là, je me dis, si ça fait peur, c'est qu'il faut le faire. Tu vois. Et à côté de ça, et après, je me dis, si je le fais, qu'est-ce que je risque? Aujourd'hui, c'est ça qui m'aide à passer à l'action dans certaines choses. C'est intéressant ça comme point. Voir si j'ai peur, ça c'est marrant parce que je l'ai jamais entendu ça. Si j'ai peur, c'est qu'il faut que je le fasse parce que du coup, ça va être un véritable changement. Exact. Et voir le capital risque, bénéfice risque, ça c'est intéressant. Ça, moi je le fais aussi, tu vois, bénéfice risque. Mais pour le coup, le côté si j'ai peur, j'y vais, ça c'est pas mal. Mais en fait, si tu veux, c'est que à chaque fois que je me suis retrouvé devant une situation où j'avais extrêmement peur, et derrière, au fait, le résultat c'était putain, j'ai bien fait. Ouais. Et c'est ça en fait aujourd'hui où je me dis, si ça me fait peur, vas-y, fais-le. C'est qu'il faut le faire. Mais par contre, faut pas être faut pas être tête brûlée, foncer droit dans le mur. Par contre, je risque quoi? Est-ce que je vais finir sous les ponts? Oui, non, effectivement, on va peut-être pas faire ça, c'est de la connerie. Mais est-ce que je vais finir sur les ponts? Non. Vas-y, fais-le. Puis on voit après. C'est pas mal ça comme stratégie. Donc là, tu es venu dans la photo. Est-ce qu'il y a encore des changements après là qui arrivent? Oui, changement. Du coup, alors oui, c'est d'un point de vue personnel, séparation avec mon ex-compagne. Alors, ça a été très très difficile parce que ça a été donc une séparation pendant le Covid et c'était même pas encore le Covid. En fait, le Covid, il a été annoncé en mars 2020 et en fait, on s'est séparés en février 2020. Donc, si tu veux, il y a eu séparation à ce moment-là, Covid à ce moment-là, donc plus de boulot. Donc, au final, c'est chaud. Ouais, franchement, chaud. Plus de revenus, plus rien. Et c'est là, et je te jure que, alors là, sur la tête de mon fils, heureusement que la diversification des revenus était là. C'est-à-dire que si j'avais pas l'immobilier, si j'avais pas un petit peu de crypto, j'aurais peut-être fini sous les ponts. Tu vois? Par contre, non, il y a aussi, et ça, il faut pas le dénigrer non plus, je suis pas du tout pour l'assistanat. J'ai horreur de ça. Si je peux éviter d'avoir des aides de quelconque, je prends aucune aide. Par contre, là, effectivement, je le reconnais, j'ai eu besoin d'aide et il y a eu l'aide de l'État quand même. Heureusement qu'il y avait ça. Et c'est là où je me dis, si tu n'as qu'une seule source de revenus et qu'il arrive quoi que ce soit dans le salariat ou en tant qu'indépendant, si tu n'as qu'une seule, t'es mort. Il arrive un truc comme ça, t'es mort. Et si j'avais pas eu ça, franchement, je pense que j'aurais fini sous les ponts. C'est important de le préciser parce que les gens qui sont salariés, on le voit, moi je forme beaucoup de personnes qui sont dans ce cas-là, voient le salariat comme une garantie. Le CDI, ça n'a plus de valeur de garantie depuis longtemps. Et même en dehors de ça, tu as aussi l'usure. Comme tout le monde, tu as eu l'usure avec la gym, tu as eu l'usure aussi avec la photo. C'est l'état d'esprit qui est comme ça, l'état d'esprit humain. Au bout d'un moment, tu te lasses, on a envie d'évoluer, tu vois. Et cette lassitude, il ne faut pas s'enterrer dedans, il faut essayer de trouver un moyen pour sortir. Tu vois, je discutais avec un ami et donc à l'époque où j'étais tombé dans le milieu de l'infoprenariat et tout ça, les diversifications de revenus, tout ça, voilà, exactement, les trucs de mecs comme toi. Tu vois. Putain, tous les escrocs gourous, je connais bien. Et j'en parlais à un ami. J'en parlais à plein de monde autour de moi parce que tu as envie de partager ça avec les gens que tu aimes. Mais il y a une personne, un ami, un très bon ami qui compte beaucoup pour moi. Je lui avais dit, mais regarde, il y a ça qui existe et tout, machin. Il me disait, mais non, mais moi j'aime mon taf, je veux la reconnaissance de mes patrons et tout. Je dis, ok, d'accord, ok, je comprends, pas de souci, mais juste pose-toi juste la question, jusqu'à quand tu vas aimer ça? Il me dit, non. Et figure-toi, 4 ans, il se passe 4-5 ans, et un jour il m'annonce, il me dit, ça y est, j'en ai ras le cul, je change de taf, toujours dans son secteur, mais il change de taf. Il dit, j'en ai ras le cul. Et je lui dis, tu te rappelles ce que je t'avais dit? Je dis, c'est bien, si tu aimes ce que tu fais dans le salariat, tant mieux, mais c'est jusqu'à quand tu vas aimer ça? Et je l'ai revu encore il n'y a pas très longtemps,
Et il me disait, parce qu'on s'était pas donné de nouvelles depuis un petit moment, et je lui dis, ah, qu'est-ce que tu deviens et tout, alors, machin. Il me dit, ah ouais, ça va, ça roule. Bah, maintenant, je fais un peu business angel et tout. Business angel, carrément, quoi. Ouais, il investit un tout dans des startups et tout. Il me dit, mais là, du coup, je suis obligé d'arrêter parce que j'ai plus trop de liquidité. Et il me dit, heureusement que je t'ai pas suivi dans l'immobilier parce que sinon, bah, ça aurait pas marché. Parce que là, j'ai besoin de liquidité et tout, machin. Je dis, alors, j'ai rien dit parce que c'était un sujet maintenant qui était passé. Je dis, bon, bah, ok, bah, très bien. Mais en fait, c'est que alors je veux pas faire le sauveur, tu vois, c'est pas ça, mais s'il m'avait écouté, et parce que lui, il a investi dans du Pinel, donc je peux te dire qu'il se bouffe les couilles aujourd'hui. Il a investi dans du Pinel, il est business angel, mais il a besoin de liquidité, mais il n'a plus de liquidité. Enfin bref. C'est des trucs risqués en plus, business angel, c'est pas ce que tu fais en premier investissement, tu vois. Mais de ouf. Et il faut surtout être entrepreneur, il faut connaître un petit peu les stratégies. Enfin bref, c'est un salarié. C'est une mauvaise idée, très très mauvaise idée. Bref, et du coup, il me dit, ouais, heureusement, je t'ai pas suivi. Et j'avais envie de lui dire, mais j'avais pas envie de l'emmerder. J'ai envie de dire, bah, si tu m'avais suivi, tu aurais du vrai immobilier qui te coûte pas et tu gagnes l'argent tout de suite. Et en plus, tu aurais de la liquidité aujourd'hui. Et tu me sors ça, un truc comme ça. Il repousse la faute. C'est ça, exactement. C'est très français, c'est très humain aussi. Exactement. Dire c'est pas de ma faute, c'est de la faute d'eux. C'est ça. C'est plus facile à entendre. C'est de sa faute, c'est de sa faute que de ma faute. Bien sûr. Tu te rends compte, se remettre en question, c'est pas évident, hein, surtout quand tu sais que t'as tort. Ah non, mais c'est sûr. Mais c'est un élément, par contre, clé de la réussite. Sans se remettre en question. Je connais personne qui a eu de la réussite sans se remettre en question. Ouais, du coup, pas plus tard qu'aujourd'hui, j'ai encore, me suis remis encore en question parce que la photo, c'est très bien, mais je m'aperçois aussi qu'il y a beaucoup de demandes au niveau de la vidéo, du montage et tout ça. Et aujourd'hui, c'est ce que je fais. Je propose en plus de la vidéo, du montage, en plus de la photo. Ok, top. Et t'as pas un projet là dans l'IMO et dans les sportifs aussi là? Alors si, parce que du coup, comme justement le sport, ça a été une grande partie de ma vie, et que ma compagne est ancien sportif de haut niveau. Ta compagne actuelle? Ma compagne actuelle, oui, effectivement. Elle a été en équipe de France de gymnastique, elle a fait les Jeux Olympiques de Sydney 2000. Et d'ailleurs, attention, il faudra bien rester sur la chaîne, donc abonnez-vous parce que on l'aura également en podcast très prochainement. Et du coup, on discutait sport, entrepreneuriat et tout ça. Et on parlait un petit peu des souvenirs de l'époque. Ah bah tiens, tel, qu'est-ce qu'il est devenu? Lui, qu'est-ce qu'il est devenu? Qui était du coup en équipe de France et dans divers sports de haut niveau. On s'est aperçu que y en a un qui tourne mal, un qui est tombé dans l'alcool, etc. Et qu'au final, il y avait beaucoup de difficultés dans la reconversion. Nous-mêmes, moi, j'ai vécu une reconversion difficile. Elle a vécu une reconversion difficile. Et on s'est aperçu que tous les sportifs de haut niveau, pour la majeure partie, la reconversion est très, très complexe émotionnellement, psychologiquement et financièrement. Et du coup, on est en train de créer justement un mastermind pour accompagner les sportifs de haut niveau sur leur reconversion professionnelle, mais vers l'entrepreneuriat. Ça, c'est top, ça. En fait, ça correspond. C'est-à-dire que un sportif de haut niveau, il vit une carrière sportive, il a une vie de dingue incroyable. C'est excitant, palpitant, c'est challengeant. Ça réunit vraiment énormément d'aspects sur la psychologie qu'on retrouve au final dans l'entrepreneuriat. Et au final, on s'est dit, mais les sportifs de haut niveau, pour qui ça intéresse, en fait, ils doivent faire de l'entrepreneuriat. Ils doivent se challenger là-dessus parce que tout le cœur que tu mets dans l'entrepreneuriat, c'est exactement la même chose que le sport. Que le sport de haut niveau, tu vois. Du coup, on s'est dit, mais non, mais il y a pas moyen, il faut les accompagner là-dessus. Et il existe plein de structures, effectivement, sur la reconversion des sportifs, mais ça reste juste comme un rendez-vous avec ton professeur d'orientation de 4e, en fait. Tu vois, ça creuse pas vraiment. C'est bon, t'aimes bien ça? Bon, écoute, t'as telle entreprise, tel métier, tel salaire, etc. Tu peux faire ça. Mais il n'y a pas vraiment d'accompagnement sur l'entrepreneuriat où tu es maître de toutes tes décisions, tu fais tes propres choix. Un sportif de haut niveau, il a tout un staff autour de lui. C'est, tu dois faire ci, tu fais ça, tu réfléchis pas, tu fais. T'as mal quelque part, on te met un médecin.
tu veux faire tel truc, eh ben on va mettre ce qu'il faut pour ça. Le gars, il prend pas de décision. La seule décision qu'il prend, lui, c'est oui, je veux aller aux Jeux Olympiques, oui, je veux faire tel sport. Mais sinon, tout le reste, il prend aucune décision. Et là, les orienter vers l'entrepreneuriat, ça sera une des rares fois où ils sont 100% autonomes et 100% responsables de leur avenir. Et ils sont faits pour créer justement, créer un avenir incroyable et pas juste être salarié. J'ai vu énormément d'anciens sportifs de haut niveau finir, entre guillemets, et ce n'est pas péjoratif, vendeur à Decathlon. Qu'est-ce qu'un sportif de haut niveau qui a une vie incroyable, avec des compétences incroyables, fait en tant que vendeur à 1300 balles par mois à Decathlon? S'il aime ça, tant mieux. Je crache pas sur le salariat, c'est pas ça. Tant qu'on aime, c'est bien. Par contre, à un moment donné, si tu veux aller au-delà et vivre tes rêves, je suis pas certain que le salariat, ce soit la meilleure chose. Et ça, c'est un élément, tu vois, fondamental, c'est que ça soit dans la réorientation après une carrière sportive ou même à l'école, on nous a formaté uniquement vers une seule voie, le salariat. Et tu vois, les associations ou les structures qu'il y a après une carrière professionnelle ou une carrière de haut niveau, parce que tu vois, je fais un petit distinguo entre le haut niveau et les carrières professionnelles. Ouais. Pour moi, c'est pas tout à fait pareil. Carrière pro, ça veut dire que c'était ton métier et que tu as gagné de l'argent. Tu peux être de haut niveau, mais ne pas gagner forcément d'argent dans certains métiers, tu n'as pas d'argent. Pour moi, c'est une petite différence, tu vois, je sais pas si tu es d'accord avec ça. Si, je suis d'accord. Mais sportif professionnel, sportif de haut niveau, pour moi, c'est pas tout à fait la même chose, tu vois. Mais bref, toi, tu reviens un peu près même, parce que tu as plein de sportifs qui sont allés au JO qui ne gagnent pas de thunes, tu vois. Exactement. Parce qu'il n'y a pas de sport, il n'y a pas de mailles au canot et kayak, je suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de mailles. Tu vois, il y a des gymnastiques, il n'y a pas beaucoup. Gym, il n'y a pas de mailles. Donc, tu es haut niveau, tu es pro, mais bon, tu es plus de haut niveau que de pro, parce qu'en fait, tu ne gagnes pas vraiment d'argent avec ce sport, quoi. Mais bref, on s'en fout. Mais tu vois, à la fin de ces activités-là, bah, les assos ou les structures vont dire, bah, il y a ça en salariat. Comme quand on était gamin et à l'école, on te dit, bah, salariat. C'est ça. Et tu vois, tu luttes pour la même chose que ce que nous, on lutte pour les salariés, où on leur dit, mais les gars, oui, on vous a orienté vers le salariat. Ceux qui sont très contents dans le salariat, aucune galère. Et toi, c'est pareil. C'est ceux qui sont sportifs qui veulent aller dans le salariat, aucune galère. Mais juste, on montre le champ des possibles. Après, les gens, ils choisissent. Mais juste dire, attention, il y a le salariat, mais autre chose. Exactement. Si tu veux être salarié, il n'y a pas de problème. Mais au moins, sois au courant de ce que tu peux faire. C'est ça. Moi, c'est ça qui me pose vraiment problème. Tu vois. Bien sûr. Hein. Bien sûr. Tu sais, alors pour moi, en tout cas, je le vois comme ça. Le vrai luxe, c'est d'avoir le choix. Ouais. C'est ça le luxe. C'est pas d'avoir une Rolex ou une Ferrari ou ce que tu veux. C'est très bien, ça fait partie du luxe, d'accord. Mais le vrai luxe de ce que tu vis toi, c'est d'avoir le choix. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi quand on dit que qu'est-ce que tu veux faire plus tard. Ce qu'il y a, c'est que pour moi, le salariat ou l'entrepreneuriat, il n'y a pas de bon choix. Le bon choix, c'est ce que toi tu vas en faire en fait. C'est exactement ça. C'est est-ce que tu veux être salarié, mais dans ce cas, tu prends aucune initiative, aucune responsabilité à part celui que tu dois faire pour ton taf et que tu es OK à vendre ton temps pour ton patron, bah ok, c'est très bien, il n'y a aucun problème avec ça, aucun jugement de valeur. Par contre, si tu fais ce métier-là en tant que salarié, mais qu'après tu viens te plaindre à côté en disant ah, j'en ai ras le cul, j'en ai marre, c'est un mauvais patron, machin, nanana. Là, par contre, non, là, je ne vais pas être d'accord avec toi, tu vois. C'est là le truc. Bien sûr, donc, si tu en as marre, tu te casses, point. Là, on est complètement d'accord. Donc là, c'est là au moment où on fait cette vidéo, tu es au début de ce projet-là. Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Tu continues toujours l'immobilier, tu continues la crypto, tu as ces activités-là. Pour finir cette vidéo, est-ce que tu as 3 conseils à donner aux personnes qui vont la regarder au niveau de ton parcours? Prendre peut-être les 3 éléments que tu regrettes, les 3 regrets, et peut-être se dire 3 conseils pour les personnes qui veulent changer, passer à l'action et qui ont surtout des blocages, tu vois, mindset. Alors, d'abord 3 regrets. Premier, c'est de ne pas m'être formé plus tôt. Là, aujourd'hui, tu vois, j'ai 44 ans. Si j'avais connu tout ça beaucoup plus tôt et si je m'y étais intéressé, si je m'étais posé plus de questions avant, ce serait très différent aujourd'hui. Donc, me former avant. Deuxième regret, ce serait plus de m'écouter, de
de me sentir plus libre avec moi-même sur ce que je veux faire. Troisième regret, là je t'avoue, je sais pas. Si t'en as pas 3, c'est pas grave. Ouais. Et si t'as des conseils, 3 ou 1 ou 2. Par contre, conseil, ouais, c'est effectivement, si tu fais rien, ben, il se passera jamais rien. Donc à un moment donné, il faut passer à l'action. Par contre, c'est comment passer à l'action, ce serait vraiment, est-ce que ça te fait peur? Si ça te fait peur, c'est que là, tu vas devoir poser tes couilles sur la table, en fait. Et c'est là où tu vas vraiment réfléchir. Et tu vas te dire, OK, est-ce que je vais bien faire, pas bien, machin. Si ça fait peur, c'est qu'il faut y aller. Mais par contre, tu prends en compte tout ce qu'il y a autour. Je pense que ce serait le seul conseil que je pourrais donner. Pour faire cette vidéo, regarde, je viens d'inventer un petit concept, hein, parce qu'évidemment, et ici on aime bien. Vas-y, tourne, on va voir un petit peu le pays dans lequel tu vas tourner. Tourne, et je te dis stop. Allez, vas-y. Tu me dis stop? Stop. Oh, pas mal. Il est tombé sur un truc pas mal. Miami, il est tombé sur un truc pas mal. Miami, c'est pas mal. Welcome to Miami. Voilà, ça c'est ta prochaine destination, c'est Miami. Ça veut dire que là, il faut que tu ailles former des sportifs américains. Bah écoute, on fait aussi voyance. Et si on fait voyance et médiumnité, c'est tout ce que vous voulez. L'équipe de basket de Miami, tiens. Ah voilà. Bah, NBA, je vais aller les coacher. Et surtout que toi, t'as vraiment la taille en plus, donc c'est parfait. Donc voilà, on fera ça à chaque invité, voir un petit peu le pays sur lequel il tombe. Bon, Miami, c'est pas mal, hein. Pas mal Miami. Franchement, c'est pas mal. Ouais. J'y suis allé une fois pour un mastermind, d'ailleurs. Voilà, tu vois, comme quoi, il y a pas mal de choses à faire. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir. J'espère que vous avez kiffé. Pensez à mettre un commentaire si vous avez des questions, si vous aimez ce format, et on se retrouve très bientôt. Merci à toi. Merci. Et puis, bon courage pour la suite. Et puis, à la prochaine. Simer. Ciao. Ciao. Alors, avant d'être photographe, il s'est passé pas mal de choses. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment ça s'est passé ton enfance en Nouvelle-Calédonie? Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton enfance en Nouvelle-Calédonie? Putain, j'arrive pas à le dire.